tu t'agenouilles sur le sable brûlant. Non parce que tu l'as choisi, mais parce que le poids invisible du pouvoir t'a forcé à baisser ton corps avant de briser ton esprit. Le sol brûle, l'air est immobile et le silence est rempli de respirations retenues. Autour de toi, d'autres femmes restent immobiles, unies non seulement par des chaînes, mais par une certitude commune. Rien de ce qu'elles ont été n'importe plus. Quelque part, très loin d'ici, il y a eu une vie antérieure. Mais ce monde a été effacé. Il y a quelques jours à peine, tu avais un nom prononcé avec tendresse, une histoire racontée autour du feu, une voix qui répondait quand on t'appelait. Aujourd'hui, ton nom n'existe pas. Personne ne le demande. Personne n'en a besoin. Tu as été réduite à une catégorie, à un mot qui sonne neutre, presque inoffensif, mais qui renferme une transformation absolue. Il ne désigne pas une personne, il désigne une fonction, un destin imposé. C'est le premier acte de cette machinerie, ne pas détruire le corps, mais le vider de son identité. Transformer un être humain en quelque chose d'interchangeable. Quand le passé cesse d'avoir de la valeur, l'avenir peut être vendu sans résistance. Ce qui suit n'a pas besoin d'être décrit crûment pour en comprendre la violence. Il suffit de comprendre qu'à partir de ce moment, ton existence appartient à la volonté d'un autre. Il n'y a pas de choix, pas de retour, juste une continuité forcée. La transaction se déroule sans parole solennelle. Il n'y a pas de cérémonie, pas de reconnaissance du moment. L'échange est rapide, presque routinier, comme s'il s'agissait d'une marchandise ordinaire. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui a été accompli. Normaliser l'impensable. Convertir la perte totale d'humanité en une pratique acceptée, répétée, protégée par des lois, des traditions et des silences soigneusement construits. Ce n'est pas un épisode isolé ni une aberration ponctuelle de l'histoire. C'est la porte d'entrée d'un système qui a fonctionné pendant plus de 1000 ans. Un système si efficace qu'il n'a pas seulement exploité des millions de personnes, mais a réussi quelque chose d'encore plus inquiétant. Effacer leurs traces. Il n'a pas laissé de communauté visible pour réclamer la mémoire. Il n'a pas laissé de nom de famille, ni de récits transmis de génération en génération. Il a laissé en revanche une absence difficile à expliquer. Dans le monde moderne, nous sommes habitués à penser que ce qui n'est pas rappelé n'a pas existé. Mais ici, c'est le contraire qui se produit. L'ampleur du silence est précisément la preuve que quelque chose d'immense a été soigneusement caché. Alors que d'autres tragédies historiques sont étudiées, commémorées et discutées publiquement, celle-ci reste en marge, enveloppée d'inconfort et d'évasion. Non pas parce qu'il manque de preuves, mais parce qu'il y a trop de raisons de ne pas les regarder en face. La femme agenouillée dans le sable n'est pas une exception. Elle est le point de départ. Elle est le visage anonyme de millions d'histoires qui ont suivi le même chemin. Chacune différente et en même temps identique dans son dénouement. La conversion d'une vie en un objet au sein d'un réseau qui a traversé des déserts, des mers et des siècles entiers. Pour comprendre comment une telle chose a pu arriver, il ne suffit pas de désigner des coupables ni de la réduire à une époque lointaine. Il était nécessaire de comprendre la logique qui l'a soutenue, les structures qui l'ont rendue rentable et les mots qui l'ont rendue acceptable. Ce n'est qu'alors que nous pourrons nous approcher de la vérité la plus inquiétante de toutes. Ce système n'a pas survécu si longtemps par accident, mais parce qu'il était conçu pour ne laisser aucun témoin. Pour comprendre comment cette machinerie a pu fonctionner pendant plus de 13 siècles, il est nécessaire d'abandonner l'idée d'un crime ponctuel et d'accepter une vérité plus inconfortable. Ce n'était pas une explosion de barbarie, mais un système stable, organisé, intégré dans la vie politique, économique et religieuse de vastes régions du monde. Il n'a pas survécu malgré le temps, mais grâce à lui. Ce commerce a commencé au 7e siècle, parallèlement à l'expansion de nouveaux empires et de routes commerciales qui ont relié l'Afrique, le Moyen-Orient et le nord du continent africain. Contrairement à d'autres formes de domination qui ont laissé des traces évidentes de rupture, ce système s'est adapté, transformé et légitimé au fil des générations. Les dirigeants, les dynasties, les noms des territoires ont changé. Le flux humain a continué.
Lorsque l'on parle aujourd'hui d'esclavage, la mémoire collective se tourne souvent vers l'Atlantique. Navires, plantations, chaînes visibles, descendants qui réclament encore justice. Cette histoire a des images claires et des conséquences palpables dans le présent. En revanche, cet autre commerce, plus ancien et plus prolongé, n'a pas de visage reconnaissable, et cette différence n'est pas fortuite. Pendant plus de 1000 ans, des millions de personnes ont été transportées via des routes terrestres et maritimes vers des sociétés qui n'étaient pas intéressées par la préservation de leur identité ni de leur continuité. L'objectif n'était pas de créer des communautés durables, mais d'absorber, de consommer et de remplacer. Un flux constant qui ne devait laisser ni héritier visible, ni mémoire transmise hors du contrôle du pouvoir dominant. Le plus perturbant était que ce système n'a pas été clandestin pendant la majeure partie de son existence. Il a opéré au grand jour, soutenu par des normes sociales, des interprétations légales et des justifications morales qui variaient selon l'époque. Il n'était pas perçu comme une anomalie, mais comme une pratique intégrée à l'ordre du monde. Quelque chose qui avait toujours été là. Même lorsque d'autres puissances ont commencé à remettre en question l'esclavage, ce commerce a démontré une capacité extraordinaire à résister au changement. Alors que dans d'autres régions des guerres étaient menées, des abolitions formelles proclamées et des discours d'émancipation élevés, ici le système s'est affaibli lentement, à contre-cœur, plus par pression externe que par une transformation interne des valeurs. Certaines dates sont difficiles à assimiler. Elles n'appartiennent ni à l'Antiquité ni au Moyen Âge, mais aux souvenirs de nos grands-parents. Des sociétés où ces pratiques ont cessé d'être légales à peine au XXe siècle. Non pas parce que leur cruauté a été soudainement découverte, mais parce que le monde extérieur a commencé à regarder avec insistance. Et pourtant, lorsque les marchés visibles ont finalement fermé, le silence était déjà assuré. Il n'y a pas eu de moment fondateur de mémoire. Il n'y a pas eu de récit partagé qui ait ancré ce qui s'était passé dans la conscience globale. Sans descendants pour réclamer leur histoire, sans communauté reconnaissable pour exiger d'être entendue, le passé s'est évanoui sans résistance. Ici surgit la question qui traverse tout ce récit. Si des millions de personnes ont été arrachées à leur terre pendant plus de 1000 ans, pourquoi ne reste-t-il presque aucune trace humaine de leur passage ? Comment un nombre si vaste peut-il disparaître sans laisser une empreinte proportionnelle ? La réponse ne se trouve pas dans un seul événement, mais dans la conception même du système. Une conception pensée non seulement pour exploiter des corps, mais pour empêcher que la mémoire ne survive. Et pour la comprendre, nous devons regarder au-delà des chiffres et nous plonger dans le mécanisme le plus sombre de tous, celui qui a garanti que certaines personnes ne laisseraient aucune descendance. Lorsque l'on demande ce qui est arrivé aux millions d'hommes capturés le long de ces routes, la réponse n'apparaît pas immédiatement dans les récits officiels. Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle dérange profondément. Le système n'avait pas seulement besoin de main-d'œuvre, il avait besoin d'un contrôle absolu sur l'avenir. Et pour y parvenir, il devait briser plus que des corps. Il devait interrompre la continuité. Dans cet engrenage, les jeunes hommes étaient perçus comme un risque. Un homme pouvait former des liens, transmettre des souvenirs, engendrer des enfants qui un jour réclameraient une place dans le monde. Selon la logique froide du pouvoir, c'était inacceptable. C'est ainsi qu'est apparue une pratique conçue non comme une punition individuelle, mais comme un outil structurel. Une procédure devenue routine, appliquée à des points spécifiques des routes, loin des regards publics, intégrée à l'économie comme un coût supplémentaire. Il ne s'agissait pas de sadisme impulsif, mais de calcul. Le système préférait réduire drastiquement le nombre de survivants plutôt que de permettre l'apparition de communautés futures. C'était un investissement brutal, mais efficace. Les registres historiques, dispersés et souvent rédigés dans un langage technique, révèlent que le taux de survie était faible. Et pourtant, le mécanisme a perduré pendant des siècles, car il remplissait sa fonction principale, garantir que la plupart de ces hommes ne laisseraient pas d'héritiers. D'un point de vue moderne, cela est difficile à comprendre. Nous avons tendance à penser la violence comme une explosion, comme quelque chose de visible et de condamnable. Mais ici, nous parlons d'une violence administrative, silencieuse, enveloppée de procédures et de justifications. Une violence qui ne cherchait pas le spectacle, mais des résultats durables. Elle n'avait pas besoin d'être rappelée. Au contraire, elle était conçue pour disparaître avec ceux qui la subissaient. La conséquence fut dévastatrice à long terme. Génération après génération,
les hommes capturés furent absorbés par un système qui ne permettait ni la reproduction ni la transmission culturelle. Ils travaillèrent, vieillirent et disparurent sans laisser de traces. Non pas parce qu'ils n'avaient pas d'importance, mais parce que leur disparition faisait partie du plan. Le vide qu'ils laissèrent ne fut pas un accident historique, mais une conséquence prévue. Si nous comparons ce processus à d'autres épisodes du XXe siècle, le schéma devient étrangement familier. La destruction systématique de communautés ne se produit pas toujours par une élimination immédiate. Parfois, elle est accomplie en empêchant l'avenir d'exister, en coupant le lien entre hier et demain, en éliminant la possibilité même de continuité. Pendant ce temps, le monde extérieur enregistrait à peine ces pertes. Il n'y avait pas de nom à retenir, ni de descendants pour raconter des histoires. Le silence s'accumulait comme une couche de sable supplémentaire sur les faits. Et à chaque décennie qui passait, il devenait plus facile de prétendre que cela n'était jamais arrivé. Mais le système ne pouvait pas se maintenir uniquement avec la disparition des hommes. Pour rester actif pendant plus de 1000 ans, il avait besoin d'un autre élément. Un élément qui ne serait pas éliminé, mais transformé. Un élément qui permettrait l'intégration forcée et en même temps la dissolution finale de toute identité originale. Cet élément, ce furent les femmes. Et leur destin au sein de cette machinerie fut différent, bien que non moins calculé. Pour le comprendre, nous devons observer non pas ce qui était dit ouvertement, mais ce que les textes anciens insinuaient entre les lignes. Car il y a des histoires qui ne s'écrivent pas avec clarté, mais qui se cachent dans des euphémismes, dans des silences soigneusement entretenus. Contrairement aux hommes, les femmes n'ont pas été éliminées de l'avenir de manière immédiate. Elles y ont été incorporées sous des conditions strictement contrôlées. Le système ne les voyait pas comme une menace, mais comme une ressource distincte, non pas pour préserver leur identité, mais pour la dissoudre lentement. Là où la continuité était refusée aux hommes, une transformation totale était imposée aux femmes. Les textes historiques le disent rarement directement. Ils utilisent des mots doux, des formulations prudentes, des tournures linguistiques qui visent à normaliser ce qui était en réalité une rupture absolue avec toute notion d'autonomie. On parlait de service, d'intégration domestique, d'appartenance à un foyer. Mais ces expressions dissimulèrent une vérité essentielle. La femme capturée cessait d'être un sujet pour devenir une fonction. La première étape était l'effacement. Un nouveau nom remplaçait l'ancien. La langue maternelle devenait inutile, parfois interdite. Les pratiques spirituelles qui avaient donné un sens à la vie étaient reléguées ou complètement remplacées. Il ne s'agissait pas seulement d'obéir, mais d'oublier. Oublier qui on avait été, d'où l'on venait, quelles histoires on avait héritées. La mémoire, dans ce contexte, était un obstacle. D'un point de vue psychologique, ce processus était dévastateur. Il ne détruisait pas immédiatement, mais érodait avec patience. Jour après jour, geste après geste, l'idée que le passé n'avait aucune valeur était renforcée, que toute tentative de s'en souvenir n'apporterait que punition ou isolement. Avec le temps, beaucoup ont appris à survivre en s'adaptant, non pas parce qu'elles acceptaient la nouvelle réalité, mais parce que lui résister ouvertement signifiait disparaître encore plus vite. Ce mécanisme a des parallèles troublants avec les pratiques modernes de domination culturelle. L'imposition d'une identité unique, la négation systématique de la langue et de l'histoire propre, la rééducation forcée. Ce ne sont pas des phénomènes exclusifs d'un passé lointain. Les formes changent, mais la logique demeure. Contrôler l'avenir commence par contrôler la mémoire. Pour le système, les femmes remplissaient une double fonction. D'une part, elles servaient dans les foyers, dans des tâches visibles et invisibles qui soutenaient la vie quotidienne. D'autre part, elles étaient le moyen par lequel la présence africaine pouvait être absorbée sans laisser de traces reconnaissables. Les enfants nés de ces unions n'héritaient pas de l'histoire de leur mère. Ils grandissaient au sein de la culture dominante, sans accès à la langue, aux récits ou aux traditions qui avaient été arrachées à la génération précédente. Ainsi, la disparition ne se produisait pas d'un coup, mais par dilution. Chaque génération rendait l'empreinte d'origine plus ténue jusqu'à ce qu'elle devienne finalement imperceptible. Il ne restait aucune communauté pour réclamer une identité perdue, car cette identité avait été soigneusement démantelée dès le premier jour.
rien de tout cela n'était accidentel. Ce fut le résultat d'un système qui avait compris quelque chose de fondamental. Pour effacer un peuple de l'histoire, il ne suffit pas de le dominer. Il faut s'assurer qu'il ne puisse pas se raconter lui-même. Et pour alimenter une machinerie d'une telle ampleur pendant des siècles, il fallait plus qu'une violence directe. Il fallait une source constante de nouveaux corps. Cette source ne surgissait pas d'elle-même. Elle fut créée à travers des réseaux économiques complexes qui transformèrent des régions entières en zones de capture permanente. Pour comprendre comment ce flux ininterrompu fut maintenu, nous devons regarder vers l'intérieur du continent africain et observer comment la logique du marché convertit des communautés entières en rouages d'une économie qui se nourrissait de vies humaines. Pour que cette machinerie ne s'arrête pas, il fallait plus que des acheteurs volontaires. Il fallait un approvisionnement constant, prévisible, renouvelable. Et cet approvisionnement ne pouvait pas dépendre uniquement d'incursions isolées. Il devait s'intégrer à l'économie même du continent africain, transformant la violence en routine et la capture humaine en monnaie d'échange. Au fil du temps, de vastes réseaux commerciaux se sont formés, reliant déserts, fleuves et côtes. Ce n'étaient pas des bandes improvisées, mais des systèmes organisés qui fonctionnaient avec des incitations claires. Armes, sel, tissus, objets de luxe, des biens qui altéraient l'équilibre des pouvoirs entre les communautés, en échange des personnes, non pas comme des prisonniers de guerre au sens traditionnel, mais comme des unités de valeur au sein d'un circuit économique qui récompensait la capture constante. Ce point est crucial pour comprendre la longévité du système. Il ne s'est pas maintenu uniquement par l'imposition externe, mais parce qu'il a réussi à impliquer des acteurs locaux dans son fonctionnement. Royaumes et chefferies, qui luttaient auparavant pour le territoire ou le prestige, ont commencé à le faire pour l'accès à des marchandises qui garantissaient la supériorité militaire. Chaque incursion réussie renforçait le groupe qui l'exécutait et affaiblissait ses voisins, créant un cycle de dépendance difficile à rompre. La logique était simple et dévastatrice. Plus d'armes permettaient plus de capture. Plus de capture générait plus de pouvoir de négociation. Ce pouvoir apportait encore plus d'armes. La violence devenait un investissement, la souffrance, un capital. Et plus le système opérait longtemps, plus son existence devenait normale. Attaquer à l'aube, séparer les survivants, les faire marcher vers des points de concentration. Des actions répétées tant de fois qu'elles ont perdu leur caractère exceptionnel. D'un point de vue moderne, ce phénomène rappelle les économies contemporaines basées sur des ressources qui détruisent l'environnement et les communautés qui l'habitent. Lorsque la survie d'un système dépend d'une extraction constante, toute considération humaine devient secondaire. Ici, la ressource n'était ni minérale ni énergétique. Elle était humaine. Et son épuisement ne représentait pas un problème, car il y avait toujours de nouveaux villages, de nouveaux corps, de nouveaux noms à effacer. Les routes se sont consolidées. Les intermédiaires ont prospéré. Les villes qui fonctionnaient comme des nœuds commerciaux ont vu leur richesse et leur prestige croître. Tout cela tandis que de vastes régions de l'intérieur se dépeuplaient, non pas d'un coup, mais lentement, comme si la vie s'en échappait. Génération après génération, la peur est devenue une présence constante. Dormir signifiait s'exposer. Vivre près d'une route commerciale était une sentence silencieuse. Ce système n'avait pas besoin de justifier moralement chaque capture. Il lui suffisait de fonctionner. Et il a fonctionné pendant des siècles parce qu'il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Transformer des communautés entières en pièces d'un engrenage qui les dévorait. Il n'était pas nécessaire que tous y croient. Il suffisait que beaucoup en dépendent pour survivre. Mais même ce réseau, solide et efficace, faisait face à un défi inévitable. Entre les points de capture et les marchés finaux, s'étendait une barrière naturelle qui mettait à l'épreuve la résistance humaine comme aucune autre. Un espace où le temps semblait s'arrêter et où la vie se mesurait en pas et en respiration. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'y est passé, nous devons suivre la trace de ces routes vers le lieu où le silence s'est accumulé pendant des siècles, le désert. Le désert n'est pas seulement un lieu, c'est une épreuve. Une étendue où le temps perd son sens et où la volonté se mesure à la capacité de faire un pas de plus. Pour ceux qui étaient efforcés de le traverser, le Sahara ne représentait pas une traversée, mais une frontière entre deux façons d'exister, avant et après.
Ce n'était pas un chemin marqué par des distances, mais par des absences. Les routes qui le traversaient s'étaient perfectionnées au fil des siècles. Des caravanes qui connaissaient chaque puits, chaque point où la terre permettait une brève trêve. Mais cette connaissance n'était pas destinée à protéger ceux qui marchaient enchaînés. Elle était conçue pour maximiser l'efficacité du transport, pour que la marchandise arrive, même si le coût humain était élevé, surtout s'il l'était. Pendant le jour, l'horizon semblait immobile, comme si le paysage refusait d'avancer. La chaleur écrasait toute tentative de penser à autre chose qu'au pas suivant. La nuit, le froid rappelait que la survie n'était jamais garantie. Le corps oscillait entre les extrêmes, et l'esprit apprenait à se déconnecter pour ne pas se briser entièrement. Dans cet état, la notion d'avenir devenait abstraite. Seul le présent immédiat existait. La ressource la plus précieuse était l'eau, et sa distribution suivait une hiérarchie claire. Les bêtes de somme étaient essentielles pour le commerce. Sans elles, pas de profit. Les personnes, en revanche, étaient remplaçables. Cette logique déterminait qui buvait en premier et qui recevait ce qui restait. Nul besoin de violence explicite. La rareté remplissait sa fonction avec une précision implacable. Ceux qui ne pouvaient pas continuer étaient laissés derrière, non pas comme une punition, mais comme une décision pratique. S'arrêter signifiait tout risquer. La caravane devait continuer à avancer. Ainsi, le désert accumula des témoignages silencieux. Non pas des monuments ou des tombes, mais des signes dispersés que le vent tenta d'effacer encore et encore. Le sol devint une archive sans nom. Explorateurs et voyageurs des siècles suivants décrivirent ce qu'ils virent avec un mélange d'étonnement et d'horreur contenue. Ils parlèrent de chemins blanchis par le soleil, de restes qui semblaient s'intégrer au paysage, comme s'ils avaient toujours été là. Ce n'étaient pas les vestiges d'une catastrophe ponctuelle, mais d'un processus continu. Une somme de pertes si prolongée que le désert lui-même semblait les avoir absorbés. Cette partie du parcours remplissait une fonction au-delà du transport. Elle agissait comme un filtre. Seuls ceux qui parvenaient à la traverser arrivaient aux marchés finaux. Les autres disparaissaient en chemin, contribuant à cette absence qui définit tout ce système. Il n'y avait pas de registre de ceux qui n'arrivaient pas. Leur disparition échappait à toute comptabilité. D'un point de vue contemporain, il est difficile d'accepter qu'un espace naturel puisse devenir l'instrument d'une économie humaine. Mais ici, l'environnement fut intégré à la conception du système. Le désert n'avait pas besoin d'être violent. Il suffisait qu'il fût indifférent. Cette indifférence, prolongée pendant des siècles, produisit l'un des silences les plus denses de l'histoire. Pour ceux qui ont survécu à la traversée, la fin du désert ne signifiait pas la libération. Cela signifiait une transition. L'épuisement physique faisait place à un autre type d'exposition, plus calculé, plus structuré. En franchissant cette frontière invisible, ils laissaient derrière eux la possibilité de mourir en chemin et entraient dans un espace où leur valeur serait évaluée avec une froideur méticuleuse. La destination suivante n'était pas un refuge, c'était un marché. Et là, l'humanité serait mesurée, classifiée et négociée avec une précision qui ne peut exister que lorsque la dépersonnalisation a déjà été accomplie. En sortant du désert, le paysage changeait, mais la logique non. Les villes qui attendaient au bout des routes n'étaient ni improvisées ni chaotiques. C'étaient des centres anciens, polis par des siècles d'échanges. Des lieux où tout avait un ordre précis et où le commerce humain s'intégrait sans friction dans la vie quotidienne. Pour ceux qui arrivaient, épuisés et dépouillés de tout, cet environnement pouvait paraître presque irréel. Le danger immédiat était passé. Mais ce qui suivait était encore plus soigneusement calculé. Les marchés fonctionnaient comme n'importe quelle autre institution économique consolidée. Il y avait des catégories, des hiérarchies, des espaces différenciés. Chaque personne était observée non pas comme un individu, mais comme une combinaison d'attributs. Âge approximatif, résistance visible, apparence générale. Pas besoin de mots durs ni de gestes excessifs. L'évaluation se faisait avec un calme inquiétant, comme s'il s'agissait d'une procédure routinière apprise dès l'enfance. L'efficacité était la vraie valeur. Des générations de marchands avaient perfectionné des méthodes pour estimer le potentiel de chaque nouvel arrivant. Ils ne parlèrent pas de vie brisée ni de futur volé. Ils parlaient d'utilité, d'investissement, de rendement à long terme. Cette façon de penser n'est pas apparue du jour au lendemain. Ce fut le résultat de siècles de normalisation,
d'une culture qui avait appris à regarder sans voir. Certaines villes sont devenues des nœuds particulièrement importants. Des ports où convergeaient routes terrestres et maritimes, où la demande était constante et diverse. Là, le commerce a atteint une échelle industrielle. Non pas au sens moderne d'usines et de machines, mais dans la répétition systématique des processus. Arrivée, classification, distribution. Une chaîne qui s'arrêtait rarement. Pour les acheteurs, la distance émotionnelle était essentielle. Moins l'humanité de l'autre était reconnue, plus il était facile de justifier la transaction. Les récits d'observateurs extérieurs parlent d'une froideur surprenante. Non pas parce que les participants étaient incapables de ressentir, mais parce que le système avait enseigné quels sentiments devaient être supprimés pour que tout continue de fonctionner. Ce type de marché n'était pas un espace de chaos, mais de contrôle. Le désordre était un ennemi des affaires. Chaque geste était pensé pour réduire la friction, pour que l'extraordinaire paraisse ordinaire. Avec le temps, même ceux qui au début se sentaient mal à l'aise apprenaient à s'adapter. La répétition a un pouvoir anesthésiant. D'un point de vue actuel, cette logique n'est pas totalement étrangère. Nous vivons dans des sociétés où la valeur humaine est souvent mesurée en termes de productivité, d'efficacité ou de rentabilité. La différence ici est de degré, non de nature. Lorsque le visage est éliminé et que seule la fonction est conservée, le pas vers la déshumanisation complète devient dangereusement court. Pour ceux qui étaient vendus, le marché représentait une bifurcation finale. À partir de ce moment, le destin dépendait entièrement de l'acheteur. Certains seraient absorbés par de grandes maisons, d'autres envoyés dans des régions lointaines, d'autres disparaîtraient dans des espaces où l'histoire s'arrête rarement pour regarder. Mais dans tous les cas, le résultat était le même, une vie complètement redéfinie par la volonté d'autrui. Et pourtant, il y avait un endroit au sein de ce système où le contrôle atteignait sa forme la plus sophistiquée. Un espace clos, invisible pour la plupart, où la politique, le pouvoir et l'intimité s'entremêlaient. Pour comprendre comment la disparition de ces femmes s'achevait, nous devons franchir une dernière frontière, celle des foyers d'élite, où la domination se déguisait en privilège et la soumission se confondait avec l'opportunité. Pour beaucoup des femmes qui sortaient de ces marchés, la destination finale n'était ni un espace ouvert, ni un travail visible. C'était l'intérieur d'une maison puissante, un lieu clos, soigneusement surveillé, où la domination adoptait une forme plus silencieuse et, par conséquent, plus durable. De l'extérieur, ces espaces étaient présentés comme des symboles de richesse et de prestige. De l'intérieur, ils fonctionnaient comme des systèmes complexes de contrôle. Le harem, compris ici dans sa dimension historique et politique, n'était pas simplement un ensemble de femmes réunies par caprice. C'était une institution, un microcosme où le pouvoir se reproduisait et se disputait de manière indirecte. Chaque geste, chaque regard, chaque faveur accordée ou retirée avait des conséquences. Pour les nouvelles venues, comprendre ces règles non écrites était une question de survie. La première étape était la reconstruction totale de l'identité. La femme qui avait traversé le désert n'existait plus. On lui assignait un nouveau nom, une nouvelle langue, une nouvelle manière de se mouvoir et de parler. Les chants de l'enfance, les histoires transmises par les mères, les rituels qui avaient dû marquer le passage du temps devenaient hors de propos. Ils n'étaient pas toujours explicitement interdits. Ils cessaient simplement d'avoir un sens dans ce nouvel environnement. Au sein de ces espaces, le pouvoir ne s'exerçait pas uniquement d'en haut, il était aussi distribué entre celles qui parvenaient le mieux à s'adapter à la logique interne. Certaines femmes apprenaient à former des alliances, à anticiper les désirs, à naviguer les tensions invisibles qui définissaient la vie quotidienne. Dans des cas exceptionnels, cette habileté pouvait se traduire par une influence réelle. Mais ces cas furent si rares que l'histoire les retient précisément pour leur singularité. La plupart n'atteignirent aucune forme de reconnaissance. Elles vécurent dans une attente constante, définie d'abord par la jeunesse, puis par sa perte. Lorsque leur présence cessait d'être valorisée, elles se déplaçaient simplement vers les marges du système. Il n'y avait ni scandale, ni rupture, juste un lent effacement au sein d'une structure qui continuait de fonctionner sans altération. Du point de vue du pouvoir, le résultat était parfait. Les enfants nés dans ces foyers grandissaient complètement intégrés à la culture dominante. Ils n'apprenaient pas la langue de leur mère, ni n'héritaient de leurs souvenirs. Leurs traits, au fil des générations, se diluaient. Ainsi, même lorsque la descendance existait, la mémoire disparaissait.
Il ne restait plus de communautés différenciées. Il ne restait plus de récits alternatifs. Ce processus d'absorption totale fut, à bien des égards, l'étape finale de la machinerie. Il ne suffisait pas de dominer des territoires ni de contrôler des routes commerciales. Il fallait s'assurer qu'à la fin du cycle, il ne reste personne pour raconter une autre version de l'histoire. La disparition n'était ni immédiate ni violente en apparence. Elle était graduelle, méticuleuse, presque administrative. Aujourd'hui, quand nous observons des sociétés où la diversité est célébrée dans le discours mais se dilue dans la pratique, ce mécanisme est étrangement familier. Les contextes changent, mais la logique persiste. Intégrer sans se souvenir, accepter sans reconnaître l'origine, avancer sans regarder en arrière. Et ainsi, après des siècles de fonctionnement, le système a réussi quelque chose que peu de structures de pouvoir ont accompli. Non seulement il a exploité des millions de vies, il a aussi éliminé les preuves humaines de leur existence. Pour comprendre l'étendue de cette absence, nous devons regarder non pas ce qui est resté, mais ce qui manque. Ce vide historique qui, aujourd'hui encore, est difficile à nommer. À la fin de ce parcours, il n'y a pas de monument. Il n'y a pas de date gravée dans la pierre, ni de cérémonies officielles. Ce qui reste est un vide, un silence si vaste qu'il est difficile de l'accepter comme un héritage historique. Alors que d'autres tragédies ont laissé des descendants qui ont réclamé la mémoire, celle-ci a laissé, surtout, l'absence. Et cette absence est devenue sa trace la plus durable. Pendant des siècles, des millions de personnes ont été absorbées par un système qui ne cherchait pas seulement à exploiter, mais à faire disparaître. Les hommes n'ont pas laissé de lignée visible. Les femmes, lorsqu'elles ont eu une descendance, ont vu cet héritage se dissoudre dans des sociétés qui ne conservaient pas leur origine. Génération après génération, les traces sont devenues plus ténues, jusqu'à devenir imperceptibles. Non par hasard, mais par conception. Récemment, certaines découvertes ont offert des aperçus fugaces de cette histoire enfouie. Des restes humains trouvés loin de tout établissement, sans nom, sans registre, sans descendants pour les réclamer. Ils ne racontent pas une histoire complète. Ils murmurent à peine que quelqu'un était là, que quelqu'un a marché, est tombé et a été oublié. Ce sont des preuves inconfortables d'une réalité que le monde a appris à regarder du coin de l'œil. Contrairement à d'autres chapitres sombres du passé, il n'y a pas ici de récit de clôture claire. Il n'y a pas eu de déclaration solennelle marquant la fin. Il n'y a pas eu de moment collectif de reconnaissance. Le système s'est affaibli lentement, sous pression externe, jusqu'à s'évanouir sans affronter pleinement ce qu'il avait été. Et en disparaissant, il a emporté avec lui ceux qu'il avait consommés. La femme qui est apparue au début de ce récit, celle qui fut observée, évaluée, dépouillée de son nom, n'est pas un personnage individuel. C'est un symbole. Elle représente des millions dont l'identité fut fragmentée jusqu'à disparaître. Nous ne saurons jamais comment elle s'appelait, quelles chansons elle connaissait, quelles histoires lui furent racontées dans son enfance. Nous savons cependant qu'elle a existé et que son expérience ne fut pas exceptionnelle. S'en souvenir n'implique pas de recréer chaque détail de la souffrance. Cela implique de résister au silence. Cela implique de reconnaître que l'absence de mémoire est aussi une forme de violence qui se prolonge dans le temps. Quand une histoire n'est pas racontée, le système qui l'a produite continue de gagner, même des siècles plus tard. Dans le monde actuel où l'information circule sans pause et l'attention se fragmente facilement, l'oubli est confortable. Mais le confort n'a jamais été l'allié de la vérité. Ce récit ne cherche pas à attribuer des fautes simples, ni à réduire le passé à des slogans. Il cherche quelque chose de plus difficile. Regarder en face une structure historique conçue pour ne laisser aucun témoin. Car l'histoire ne se mesure pas seulement à ce que l'on se souvient, mais aussi à ce qui manque. Aux voix qui ne nous sont pas parvenues, aux noms qui n'ont pas été écrits, aux vies qui n'ont pas laissé d'héritiers pour demander ce qui s'est passé. Le commerce atlantique a laissé des communautés qui ont gardé la mémoire vivante. Celui-ci a laissé, surtout, le silence. Et c'est peut-être pour cela que c'est si troublant. Il n'y a pas de fin réconfortante. Seulement la responsabilité de ne pas transformer cette absence en indifférence. De se souvenir de ces personnes non comme des chiffres ou des abstractions,
mais comme des êtres humains complets, arrachés à leur monde et absorbés par un système qui prétendait effacer jusqu'à leurs souvenirs. Cet acte de mémoire, même s'il arrive tard, est la seule chose qui puisse briser la conception originale de la machinerie. Car tant que quelqu'un se souvient, tant que quelqu'un nomme l'absence, le silence cesse d'être total.